Rebonsoir, c'est nous encore. J'espère que vous nous entendez cette fois-ci. Est-ce qu'un de mes collègues peut me confirmer que nous Ouais, c'est sommes bon, ça bien marche, ça à marche. l'antenne? C'est magnifique, voilà. Comme d'habitude, on galère chaque semaine, c'est magnifique. Enfin non, en plus, c'est pas vrai, puisque la semaine dernière, ça s'était bien passé. Donc, comme je disais juste avant, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes lundi soir, il est 21 heures et quelques passées. C'est 66 millions de procureurs, votre rendez-vous hebdomadaire de politique et de discussion, de débat et parfois même de quiz. La semaine dernière, le quiz, c'était sur les médias et logiquement, l'émission cette semaine aussi traitera des médias et de la politique et des liens qu'il y a entre les deux. Enfin bon, plein de choses intéressantes à aborder. Je suis bien évidemment entouré d'Alexis et d'Adrien. Bonjour. Nous avons également trois invités et je vais laisser Adrien vous présenter un peu tout ça plus en détail. Bah, ouais, bonjour à tous, bonjour au chat, bonjour à ceux qu'on connaît déjà, bonjour aux petits nouveaux et bonjour à nos 3 invités qui nous font, l'honneur de venir débattre avec nous aujourd'hui de ce sujet. Alors 3 invités, 2 pour l'instant puisque, la fin des problèmes techniques, ça n'est pas encore maintenant. On essaye de régler un souci avec, Camo Cato, que vous connaissez bien maintenant sur cette chaîne puisqu'il a été vainqueur 2 fois de nos quiz. On voit sa tête, attention peut-être. On va faire un petit tour Vous en le tout cas voyez, de le grand table. vainqueur, il est là. On n'a Ouais, pas le droit de l'entendre encore, mais on le voit. c'est ça. Vincent, bienvenue, merci à toi d'être venu. Ça va, tu chaud? Hello, ouais, super. Cool. Et il y a Valentin aussi qui nous a rejoint. Valentin, tu es étudiant en journalisme, donc ça tombe bien. On va avoir, besoin de tes lumières. Donc bienvenue à toi aussi. Merci les gars, bonsoir à tous. Et puis, Camo Cato, hein, mais qu'on n'entend toujours pas, je crois. IDB, tu peux nous confirmer ça? Je crois que non, malheureusement. Alors Kamokato qu'on a la chance de voir, mais pas d'entendre. On n'hésite pas à On va écrire essayer de régler le Kamokato le temps problème qu'on en qu'on live. essaie de Ouais, régler, j'essaye de voilà, régler en cours de route, voilà. les soucis techniques. Donc les médias, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais peut-être, qu'Alexis, tu vas te charger d'introduire un peu ce sujet. Donc écoute. Oui, oui, merci, merci pour cette introduction. Merci à tous d'être présents. Merci à vous sur le chat. Merci pour les follow là, j'ai vu qui sont arrivés. Et donc vous n'hésitez pas, hein, le rappel classique de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'en parler autour de vous. Parce que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a quelqu'un en plateau, Valentin, qui est là parce que des gens en ont parlé autour d'eux et qu'ils ont été intéressés. Donc voilà, merci Valentin, merci à ceux qui en ont parlé. Bref, le bouche à oreille, c'est votre émission, 66 millions de procureurs. On vous rappelle également, si vous voulez et si ça marche, s'il y a pas de problème technique, que vous pouvez nous écrire dans le chat pour participer ponctuellement à l'oral. On vous enverra un lien. On ne vous garantit pas que ça fonctionne, mais en tout cas, la possibilité est ouverte. Bref, écoutez, il est 21h15, donc je vous propose, pendant que les soucis de Kamokato qui apparaît, disparaît, soient réglés, que l'on commence. Vous vous souvenez peut-être, c'était une question du quiz notre semaine dernière. Le premier journal télévisé français a eu lieu le 29 juin 1949. En 1952, on comptait 60 000 postes de télé en France. On en comptait 1 million en 1958. La croissance de la télé a accompagné des médias plus traditionnels, le papier, la radio, permettant aux Français de diversifier leurs sources d'information et d'être, n'en déplaise à certains, de plus en plus attentifs et soucieux de s'informer, de comprendre et d'analyser leur environnement. Cependant, ceux qui sont le vecteur de cette information, les journalistes, voient leur rôle toujours questionné. Quel est en effet le rôle des médias en démocratie? Est-ce informer? Est-ce enquêter? Est-ce influencer? On va parler de tout ça. Depuis 20 ans, on observe beaucoup de choses. Apparition des chaînes d'information en continu, les médias sociaux, la désinformation, le complotisme, les fake news. Bref, notre rapport aux médias et le rapport des médias à la politique a profondément évolué. À tel point qu'il est souvent facile, de bon ton, de se moquer de nos vecteurs des sources d'information, de BFM TV, alors que on va se ruer sur ces mêmes chaînes pour nous abreuver de nouvelles, pour ensuite critiquer la montée en puissance de tel candidat ou l'omniprésence de tel thème dans le débat public. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. En fait, on fait effectivement face ici à un paradoxe. Médiamétrie dans un contexte de pandémie, certes, nous apprend que les Français ont passé en moyenne 3h58 devant la télé par jour en 2020. C'est une progression par rapport à 2019, mais pas énorme. Côté radio, on a 41,6 millions de personnes de plus de 13 ans qui ont écouté en moyenne la radio 2h47 l'année dernière. Et pourtant, paradoxe, je vous disais, selon le baromètre Kantar de la confiance des Français dans les médias, seuls
52% des sondés font confiance à la radio et 42% à la télévision. C'est peut-être le moment, de lancer un quiz, enfin un quiz, ouh là non, je suis encore la semaine dernière, de lancer notre premier sondage de la soirée, consiste à se dire: «Faites-vous confiance aux médias traditionnels?» On vous pose la question, c'est clair, ça va pas dans le fond, c'est pas très fin, mais on veut juste un peu avoir, votre idée, votre opinion sur le sujet avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, pardon. On est donc en droit de se demander s'il existe une crise des médias dans son rapport à la politique, à la société, ponctuelle, ou s'il s'agit simplement, par essence et par nature, d'un secteur qui est sujet à friction, à tension, à influence. Quand on parle des médias, on estime qu'il y a 3 valeurs cardinales: l'indépendance, la pluralité et l'objectivité. Si on commence un peu avec l'indépendance, et alors que la plupart des médias sont concentrés entre les mains de quelques milliardaires qui sont en plus proches du pouvoir politique, je vais te demander, Valentin, si tu estimes que les médias en France sont indépendants. Alors, c'est une très très bonne question, et c'est tout le problème aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, les médias sont sous l'emprise, dirais-je, de monsieur en costard qui ne sont pas forcément du métier. Et donc, c'est les propriétaires, donc c'est les Bolloré, les Dassault, les Drahi, etc., les Xavier Niel. Et indirectement ou directement, il est vrai que forcément, ça joue sur le travail des journalistes. Néanmoins, et c'est ce qu'on nous apprend, et c'est pour ça qu'être journaliste, c'est un vrai métier, on ne le devient pas en claquant des doigts. Les Donc toi, journalistes tu peux, possèdent, oui, oui. les journalistes possèdent des codes pour leur métier qu'on applique quand on travaille, quand on fait un article, quand on fait un reportage, que forcément, ces propriétaires-là n'ont pas forcément. Donc du coup, on peut toujours faire passer une idée, on peut toujours faire passer une information avec les codes qu'on a. Et malheureusement, il est vrai, c'est pas, on va dire, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. On peut pas dire ils sont tous mauvais, ils sont tous bons. On a des exemples, on a des contre-exemples. Par exemple, l'empire de Bolloré actuel, le groupe Canal, bientôt Europe 1, etc. C'est sûr qu'on voit ces derniers mois, depuis 1 an ou 2, que Bolloré a une vraie emprise sur le groupe Canal+. Il a complètement réécrit, redéfini l'esprit Canal qui n'est plus du tout présent. On a pu voir la disparition de production Canal qui faisait très Canal des années 90. Pour mettre en place voilà, un empire d'information dirigé surtout et avant tout politiquement parlant. Et à côté de ça, on a d'autres groupes qui fonctionnent plutôt bien. Je pense au groupe Le Monde avec Xavier Niel. Le Monde reste aujourd'hui un très bon journal qui, déontologiquement parlant, est respecté dans le milieu, que ce soit des médias dits de droite ou des médias dits de gauche. Le Monde reste plus ou moins la Bible en print. Donc print, c'est le journalisme papier. Donc il y a une emprise de ces milliardaires, mais les journalistes restent malgré tout assez indépendants dans la proposition de sujets d'articles, de reportages, etc. Et malgré tout, la vie d'un journal, la vie d'un média, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est pas les propriétaires qui font vivre le média, ce sont les journalistes, les rédacteurs en chef, les directeurs de rédaction qui valident les sujets et qui valident une ligne éditoriale. Donc le journaliste reste malgré tout toujours au-dessus d'un propriétaire qui est, pardonnez-moi l'image, juste une banque pour les médias qui sont là pour faire du bénéfice et aussi pour sauver également les médias, puisqu'on sait que la publicité dans les médias, notamment écrits, ne valent plus autant d'argent et ne pèsent plus autant qu'avant. Euh, Oui, je peux me permettre de peut-être de pas contredire, mais un peu c'est le apporter débat, c'est le débat. une autre vision. Je trouve que c'est un petit peu tous dans le même moule. Moi, je trouve quand même que globalement, alors sans le connaître de l'intérieur, mais ma compréhension, c'est qu'on a quand même, je veux dire, deux grands modèles économiques, puisque là, on touchait un peu de comment les médias s'en sortent finalement pour faire vivre leur entreprise, puisque là, on parle d'entreprise. Il y a plutôt ceux qui s'appuient sur un modèle de financement, on va dire par les abonnés ou par le consommateur final, qui vont se financer avec de la pub ou dans une approche de logique d'audience à capter, puisque d'un côté, on a ce côté-là. Et donc, ils vont produire du contenu aussi, à mon sens, en fonction de cette logique d'audience, par opposition à ceux qu'on évoquait tout à l'heure, les propriétés de grands milliardaires qui ont un financement plutôt, je vais dire un financement par un investisseur
pour pas dire autre chose, qui répondent plus à une logique d'influence. Et à mon sens, si on touche ce point-là, ça nous amène peut-être à définir un peu plus finement ce que c'est qu'un média. Est-ce qu'on parle plutôt d'un média d'information, d'un média qui se revendique d'information sans en être un, ou d'un média d'opinion? Et sur ceux qu'on a cités, peut-être que Le Monde essaye d'être davantage. Alors, je suis pas spécialiste sur le sujet, mais il revendique peut-être davantage un positionnement un peu plus d'information quand on a des chaînes d'information en continu qui finalement font plus de l'opinion que de la chaîne d'info en continu. Enfin, donc, à mon sens, la question de peut-on faire confiance aux médias, si c'était bien ça la question de départ, elle dépend aussi de quel média on parle et de quelle case, enfin quelle étiquette on met sur le média en question. Ah bah, c'est sûr que c'était, on dégrossissait un peu, le terrain, mais oui, tu parles de logique d'influence, mais est-ce qu'il y a vraiment des médias qui échappent complètement à une espèce de logique d'influence? Et est-ce qu'il y a vraiment des médias qui ne veulent pas séduire leurs lecteurs, leurs auditeurs, peu importe? Ben, j'imagine que sans rentrer dans des sujets complètement dangereux, Charlie Hebdo, on peut pas dire qu'ils avaient trop pour tendance d'essayer de, enfin, ils avaient volonté de se positionner sur un créneau où ils essayaient de dénoncer peut-être quelque chose, de mettre en avant leur point de vue. Alors encore une fois, c'était un média d'opinion, pas forcément Est-ce que vous d'information. m'entendez? Oui. Oh oui, Ah, Oh, mais incroyable. qui est là? Pardon, j'ai interrompu quelqu'un alors du coup. Pardon. Pardon Vincent, Non. vas-y continue. Pas de souci. C'est une, Oui, une victoire d'équipe. Charlie Hebdo qui se positionnait peut-être comme un peu en dehors de sa logique, mais plus largement, quand on a des médias qui... Alors, la question peut être posée, mais des médias de service public, euh, ils ont peut-être quelques influences, mais en tout cas, ils se permettent de plus sortir de cette logique. Je ne sais pas si on peut en sortir à 100%, à partir du moment où les médias, ils doivent quand même répondre à un modèle économique. Et de toute façon, il y a une logique de financement d'une manière ou d'une autre, et ça a des répercussions là-dessus. Ouais. On a récupéré Kamokato. On va peut-être voir notre premier sondage. Faites-vous confiance aux médias traditionnels? Plutôt oui. Plutôt oui. Donc ça veut dire, est-ce que finalement on a besoin de faire un débat? Est-ce que notre émission de ce soir est justifiée? Je ne sais pas. Toi, Kamokato, je pense que c'est peut-être compliqué de suivre le débat parce que je sais qu'on essayait de régler le problème en même temps qu'il y avait le débat. Donc suivre un débat, en plus avec le problème, c'est compliqué. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'indépendance des médias en France? De l'indépendance, je ne sais pas si je vais peut-être du coup répéter ce qui a été dit, mais il y a en gros deux propriétaires des médias. Il y a d'un côté le secteur privé où peut y avoir des conflits d'intérêts par rapport à Dassault, par rapport à Bouygues, par rapport à Drahi, etc. Et puis d'un autre côté, l'État où on suppose que il y a du coup une liberté et qu'il n'y a pas d'emprise économique sur Radio France et Radio-Télévision, France Télévisions. Ok. Et Après, c'est toujours un rapport de force, je pense, entre les rédactions et les propriétaires. Et le rapport de force est souvent en faveur des rédactions, puisque les rédactions peuvent communiquer et ont plutôt l'assentiment de la population. On est toujours comment dire, plus enclin à être favorable aux gens qui parlent à la radio, aux journalistes, aux rédactions, plutôt qu'à des grands patrons de presse type Xavier Niel ou Bouygues. Mais c'est sûr. Là, tu parles de 2 modèles économiques, donc d'un côté l'État, le service public et de l'autre, les possesseurs privés. Il y en a pas d'autres? Genre, Valentin, toi qui étudies dans ce domaine-là, quand on parle de Mediapart, on parle de quoi, du coup? Mediapart, c'est l'un des médias, on va dire, les plus connus quand on parle voilà, de médias qui souhaitent s'éloigner du système. Mediapart est en tête de liste. Pourquoi? Parce que Mediapart, voilà, ça a été créé par Edoui Plenel et toute sa bande. Et c'est par système d'abonnement. Donc, c'est ce que disait Vincent aussi. Voilà, c'est le média, donc Mediapart, vit grâce à ses lecteurs. Mais est-ce que, malgré cette philosophie interne différente, est-ce que
les problématiques qu'Alexis a soulevées en préambule restent présentes. Bah oui, puisqu'en fait, finalement, on pourrait se dire, voilà, on pourrait se dire, voilà, Dassault, Le Figaro, on a tendance à dire que c'est de droite, Libération, on a tendance à dire que c'est de gauche. Malgré ça, Mediapart, même si c'est pas un milliardaire en costume bleu, ça reste un média quand même qui est dirigé et qui vise un public de gauche. Donc finalement, en France, malgré tout cela, ça reste une presse d'opinion quand même. Mais qui dit presse d'opinion ne dit pas absence d'information, puisque Mediapart a sorti des affaires et des très grosses enquêtes qui ont secoué la société. Pareil pour Le Monde, hein, Le Monde avec le duo Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui ont quand même mis Nicolas Sarkozy, par exemple, au tribunal. Donc c'est les journalistes, comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste eux qui ont les codes, c'est eux qui ont le savoir-faire informatif. Donc ils savent comment enquêter, ils savent comment analyser, comment hiérarchiser, comment interpréter l'info et surtout comment la diffuser. Donc malgré peu importe le type de propriétaire qui dirige un média, à la fin, ce sont, comme on dit, les petites mains. Donc les petites mains, c'est les journalistes, ce sont les chefs d'édition, ce sont les secrétaires de rédaction, etc., les rédacteurs en chef qui finalement produisent l'information, c'est eux qui la diffusent. Donc peu importe le type on va dire, de présidence et de direction qu'il peut y avoir dans un média, à la fin, les personnes sur le terrain et les personnes qui écrivent, ce sont les journalistes, donc l'information est diffusée par le journalisme. Donc c'est pour ça que finalement, c'est un problème qui a tendance, pour ma part en tout cas, à être un poil surestimé par les Français, je pense. D'accord. Moi, j'aurais juste une petite question à vous poser à chacun d'entre vous, parce que là, on parle, effectivement de la confiance qu'on a, envers les médias, mais j'ai vu passer un chiffre, alors je vous avoue que j'ai pas été chercher plus loin que ça, mais seulement 15 des citoyens se diraient prêts à payer l'information qu'ils consomment. Alors quand on parle de modèle économique, la question elle est aussi de savoir dans quelle mesure l'information produite par les médias, elle intéresse encore les citoyens. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Vincent, par exemple? Bah, après, c'est la logique du monde du gratuit. Enfin, il y a ce petit proverbe là qui dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais, c'est Bah, dans le chat. Raccord. c'est toujours comme ça, enfin, que ce soit sur les médias ou quoi que ce soit. Quand tu bénéficies de quelque chose à titre gratuit, enfin, les journalistes sont des gens très sympathiques, mais généralement, ils travaillent avec des ordinateurs, ils ont envie de se nourrir et d'avoir un logement. Donc, ils ont aussi un besoin de financement. Et à ce niveau-là, quand il y a quelque chose de gratuit, bah, c'est la pub globalement qui finance, ou encore une fois des investisseurs qui ont envie de faire passer un message ou une idée. Mais on évoquait, je pousse un petit peu la notion de confiance. Moi, je trouve que aussi des médias d'opinion, en parlant du Monde, du Figaro, etc., autant sur la presse, je dirais presse écrite, globalement, alors je suis pas statisticien, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'ai le sentiment qu'elle s'adresse plutôt à un public qui est averti, qui, quand il lit Le Monde, il sait globalement que Le Monde, il est sur tel créneau. Quand il lit Libé, il sait que c'est plutôt à gauche, en fonction de... Mais ça tombe bien, ça, parce que c'est le deuxième sujet, enfin, c'est le deuxième point, c'est la pluralité. Donc moi, D'accord. on s'en fiche de mon avis, du coup. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si on Oui, voulait. oui, n'hésitez pas à prendre la Parce que- parole, mais si, Ah, écoute, d'accord. moi, je suis toujours ravi d'avoir ton avis, Camo Casso, donc je t'en Ah, prie, tu as la c'est parole. très gentil. Ah Alors, oui, j'ai mais un pas en micro, abuser, donc hein, surtout. Vous avez la priorité de parole sur nous. Ah bah Ça, oui. c'est Ah toujours. d'accord, pas très bien. Non, je disais que je voulais dire que j'ai plutôt l'impression de déjà payer de l'information quand si j'écoute France Inter, France Culture, si je regarde le journal de France 2 ou de France 3, je paye via ma redevance. Et pareil, via mes impôts et les aides à la presse, je paye pour La Croix, Le Figaro, l'Humanité. Je paye déjà en fait beaucoup pour l'information. Donc, l'information est déjà payante et presque toute l'information est déjà payante via les impôts ou la redevance. Et je peux me permettre du coup de te poser une question. On a vu récemment des critiques qui ont été adressées notamment à France Inter avec Charline Vanhoenacker et Léa Salamé, parce qu'on estime que c'est un média de service public et payé donc avec nos impôts, et pourtant c'est des gens qui sont considérés comme étant de gauche et qui font que critiquer les gens de droite. Toi, tu penses que ça, Pascal Pro.
les médias qui sont payés, donc les médias services publics qui sont payés par les infos, doivent-ils être plus neutres que les autres? Ou est-ce que finalement, si on appartient à Dassault ou à Bolloré, bah, c'est OK d'être CNews du coup? Qu'est-ce que n'importe qui d'ailleurs, Camocato ou Val ou Vincent, Bah, ce celui que qui j'observe, c'est que c'est souvent les mêmes qui critiquent le tournant à droite de CNews, que ça ne dérange pas du tout d'avoir un média comme France Inter qui est ouvertement de gauche et qui a même été pendant longtemps un relais du Parti socialiste. Donc, il y a on est une d'accord avec ça? incohérence déjà. Là, il y a débat, non? Il y a un petit débat quand même, non? Non, mais enfin, du coup, moi, ça me permet d'essayer de finir la phrase que j'avais commencée, qui était de dire dans la presse écrite, on semblait assez bien tracer. Enfin, globalement, on savait un peu quelle était la couleur des différents journaux. Autant dans le monde de la télé et de la radio, qui s'adresse à un public plus souvent non averti, on a moins de recul sur quelle est la coloration. Et en fait, c'est des médias d'opinion qui le disent pas. Et ça peut troubler aussi le citoyen qui n'a pas forcément le recul sur tout ça. Et alors oui, il y a peut-être le groupe Canal qui influence dans un sens, et puis le groupe France Télé qui influence dans un autre. Mais globalement, on peut quand même considérer qu'une bonne information, c'est pas non plus une information qu'auprès d'un seul média. Ça va être d'essayer de faire une revue de presse de plusieurs sources et de croiser les opinions différentes. On peut imaginer qu'on va se retrouver peut-être à la vérité un peu au milieu de tout ça. Donc, mais voilà. Valentin, tu partages de ce qui a été dit, notamment par Camille, par Camo et par Vincent. Oui, tout à fait. Bah, surtout sur ce que vient de dire, Vincent, c'est vrai que on est quand même en France et malgré cela, c'est vrai on s'en rend pas bien compte, mais on a une chance inouïe d'avoir une pluralité dans la presse omniprésente. Hein, parce que comme l'a d'ailleurs théorisé, il me semble, Albert Londres, disait très bien que si on n'a qu'une presse, qu'une marque de presse, bah, c'est le début de la fin de la liberté de la presse. Si l'information est possédée que par une marque de presse, là, c'est vrai qu'on a énormément de stations de radio, on a énormément de presse écrite, on a des sites web, des pure players, on a également beaucoup de chaînes de télévision. Donc c'est vrai que malgré tout, même si on est d'accord ou pas d'accord, on a la chance d'avoir une pluralité en France, et c'est cette pluralité qui crée justement la force du journalisme français. Comme l'a dit Vincent, il ne faut pas se cantonner qu'à une chaîne, qu'à un journal, qu'à une station de radio, parce que finalement, on voit que il y a du bon à prendre presque partout. Je dis bien presque, parce qu'il y a certaines chaînes d'information qui, pour ma part, déontologiquement parlant, je ne trouve pas qu'ils respectent énormément le métier. Notamment CNews, qui c'est vrai, ne respecte pas énormément, on va dire, la pluralité d'opinion. Hein. Il y a une statistique qui est sortie il n'y a pas longtemps, basée sur les chiffres Twitter, notamment du compte, enfin des différentes chaînes d'information, et on voit que CNews, le compte qu'ils ont le plus mentionné, c'est les 3 premiers comptes qu'ils ont le plus mentionné, c'est Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Je vous le mets dans le chat. Je voulais en parler, ça tombe bien. Et pour rebondir Hop, sur ce que disait regardez ce lien. notre ami, c'est que justement, il parlait de France Inter, qui est quand même Radio France, donc Radio France, France Télévisions, c'est le service public, et on voit que la chaîne d'information en continu qui a l'équilibre, on va dire, le plus clair, bah, c'est France Info finalement. On voit du Mélenchon, on voit du Yannick Jadot, on voit du La République En Marche, on voit du FN, enfin du RN. Donc du coup, on voit qu'il y a un équilibre chez France Info qu'il n'y a pas forcément, voire même pas du tout, chez CNews. Donc la pluralité, c'est une chance, mais il faut savoir cueillir l'information dans les différentes marques de presse, que ce soit en print, en web, en radio ou en télé. On reviendra sur la question, le cas Zemmour, un peu plus tard, parce que c'est peut-être quelque chose qui mérite d'y passer un peu de temps. Moi, j'aimerais qu'on tu as parlé de la pluralité, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la pluralité, qu'on l'observe à travers un cas pratique qui est le cas de la fusion entre TF1 et M6. Le 17 mai, Bouygues a annoncé qu'il allait dépenser 641 millions d'euros pour acquérir 30% de M6. Ça devrait être finalisé d'ici fin 2022. Donc, c'est le mariage de la première et de la troisième chaîne du paysage audiovisuel français. Ça va donc émerger un acteur géant de la télévision qui dépasserait France TV avec plus de 30% de part d'audience, ce qui, ça, ok, mais surtout qui représenterait les 3 quarts du marché publicitaire sur ce média.
Ma question, elle est de 2 ordres. Peut-être Kamokato qui voudra réagir à ce qui a été dit avant, parce que le connaissant, j'imagine qu'il a beaucoup de choses à dire. Mais sur déjà la fusion TF1-M6 et aussi, peut-être on peut introduire un peu rapidement les liens avec le politique, mais on a appris, la semaine dernière la démission, enfin en tout cas Isabelle de Silva, qui est la présidente de l'autorité de la concurrence, dont le mandat arrivait à expiration le 13 octobre, aurait dû être renouvelée pour un second mandat sans trop de soucis par Emmanuel Macron. Or, grande surprise, elle ne sera pas renouvelée et en même temps, on sait également que l'autorité de la concurrence devait donner son avis sur la fusion TF1-M6 et Isabelle de Silva s'était prononcée en défaveur plutôt de cette fusion et le pouvoir politique donc s'en débarrasse. Je ne dis pas qu'il y a forcément un lien, je dis juste que les faits sont là. Voilà. Camocato sur cette question de la fusion et puis s'il y a quelque chose, qui a été dit avant sur lequel tu souhaiterais, rebondir, je t'en prie. Alors sur la fusion TF1, et M6, j'ai vraiment aucun avis là-dessus. En plus, je regarde aucune des 2 chaînes, donc ça me fait, vraiment ni chaud ni froid. Donc après, c'est à l'autorité de la concurrence de se positionner, là-dessus. Sur, ce qui a été dit par rapport à France Inter et CNews qui sont, assez faciles à comparer puisqu'il y en a une de gauche, une de droite. Qu'est-ce que j'allais dire? Je repère que, je parlais plus d'ailleurs de France Inter que, de France Info. France Info respecte le pluralisme. France Inter, ça a choqué visiblement quand j'ai dit que c'était un ancien relais du Parti socialiste. Il y a quand même un certain, ton, une certaine dépendance, une représentation à une idéologie qui, pose problème quand on paye ses impôts et qu'on n'en fait pas partie. Ça me pose aucun problème de payer mes impôts pour, France Culture ou, France Info. En revanche, pour France Inter, si c'est pour regarder des humoristes, se moquer des prolos, là, ça me gêne, beaucoup plus. Je parle de Guillaume Meurice, enfin, je parle de l'émission, Par Jupiter, évidemment. Là, c'est beaucoup plus, gênant. Je pense que le contribuable a droit de donner son avis. Je pense que tous les contribuables sont d'accord pour, accepter le pluralisme, mais pas quand c'est, on va dire, des relents, d'esprit canal et de bien-pensance pleine de certitude. Mais tu parlais, tout à l'heure enfin, tu disais qu'on finançait tous, un peu, tous les médias via notamment les aides, directes et indirectes qui sont très nombreuses en Et France. c'est beaucoup, c'est des Donc millions d'euros. quel média pourrait échapper à ça et à partir de quand, du coup, on doit dire, celui-ci particulièrement, parce que c'est France Inter, il doit être absolument neutre, si tant est que c'est possible? Est-ce que Dominique Seux sur France Inter, c'est de gauche? Plein de questions. Oui. Bah, les aides à la presse, bah, enfin, et les redevances, c'est très, très différent. Enfin, quand je sais pas, l'UMA et Le Figaro reçoivent beaucoup d'aides, à la presse, on leur demande pas, les uns de devenir à droite et les autres de devenir à gauche. Mmh. Hem, En revanche, pour le service public, on peut penser, et c'est ce que disait Thierry Ardisson d'ailleurs il y a quelques années, on peut penser que quand on fait partie du service public, on doit avoir une approche différente aussi, du métier, d'être peut-être moins dans l'opinion et plus dans l'information, brute. Bah, alors on Moi, va je peut-être, ah pardon, Vincent, non, non, c'est Valentin? ouais, OK, non, c'est Valentin, vas-y. Vincent. Ah Non, pardon, c'est Vincent. je Je te voulais vois. réagir sur, les 2 points. Tout de suite là sur France Inter, moi j'ai le sentiment que l'émission dont on parle, elle se positionne surtout dans une contre-réaction au pouvoir en place et demain, François Hollande, quand il était en place, ils n'hésitaient pas non plus à rire, de ce qu'il pouvait faire et donc effectivement aujourd'hui c'est cette tendance-là. Pour autant, ça n'a pas toujours été le cas et on peut souligner quand même que quand il y a un petit cas qui semble litigieux, j'ai en tête quand je crois que c'était Gaspard Ganzer s'est présenté, Léa Salamé a tout de suite disparu des ondes de France Inter pour parce que si ma mémoire potin est bonne, ils étaient ou ils le sont toujours ensemble dans la vie privée. Et à ce moment-là, il y avait eu tout de suite la décision assez tôt, de la retirer des ondes, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres médias. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que France Inter penche d'un côté, mais j'ai l'impression qu'elle penche plutôt contre le pouvoir en place et ils essaient d'agir un peu comme un contre-pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est un peu leur credo en se disant, nous, on est fonctionnaires, enfin, en tout cas, ils sont peut-être pas fonctionnaires, mais on est service public et on est protégé. Et après, pour rebondir sur ta question, Alexis, sur la fusion TF1-M6, objectivement, est-ce qu'on peut vraiment... Enfin, c'est pas des chaînes d'infos, hein, à part entre Masterchef et Top Chef, je vois pas trop ce que ça va impacter
en termes de médias. Quelle est la part d'information qu'ils produisent à part le JT, qui est quand même... Très regardé, les... le JT de TF1. Bah ouais, hein. Ouais, mais c'est Jean-Pierre Pernaut. Enfin, Oui. c'est... Non. C'était, ouais. C'était. Voilà, Premier mais JT d'Europe. des éléments d'analyse politique ou d'analyse plus fouillés sont pas forcément sur TF1 ou sur M6, qui Sauf- sont plutôt sur un créneau de divertissement. Sauf qu'on les sait diffuseurs d'opinion, enfin en tout cas d'information, puisqu'ils ont de fortes parts de marché. Et quand tu as un débat un peu important qui a lieu et qui est distribué par 3 chaînes en même temps, bah TF1 fait partie du lot, quoi. Ils viennent placer un journaliste à eux dans le débat, que ce soit quand ils interviewent Macron à l'Élysée ou ainsi de suite. Donc je pense pas qu'on puisse dire que c'est complètement absent du débat de dire que TF1 est une entité d'influence politique. Et, voilà. Ah, pour un peu. Ah, Valentin, tu voulais y aller? Ouais, vas-y, Valentin. Deux vas-y, petites je te mets choses. dessus. Deux petites choses. La première, donc c'était par rapport justement à ce que tu disais, Alexis, pour la fusion TF1-M6. On parlait en début d'émission justement des propriétaires. Là, je crois justement qu'on a la parfaite illustration de l'impact que peut avoir en fait les propriétaires. Pourquoi ? Parce que en fait, dans cet arrangement qu'on a, on peut voir que si je me trompe pas, c'est donc Taverneau d'M6 qui va diriger le groupe de TF1. Oui. Et Pélisson, je crois, c'est ça. C'est maintenant à TF1, Gilles Pélisson, qui lui passe du coup à la direction de Bouygues. Donc en fait, Direction c'est des là qu'on médias, voit. direction des médias chez Bouygues, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est là qu'on voit en fait finalement que le pouvoir et le poids des propriétaires dans les médias n'impactent pas en fait directement les journalistes, les directeurs de rédaction, la ligne éditoriale d'un média, mais plutôt en fait au-dessus finalement. Donc c'est plus des arrangements entre les propriétaires pour créer un groupe plus puissant afin de émettre une concurrence face au groupe France Télévisions et face au groupe Canal+ de Bolloré qui grimpe énormément. Cette fusion sert avant tout à ça, et aussi évidemment à tout ce qui est l'aspect publicitaire, des communications, marketing derrière. Donc voilà, ça c'était ma réponse par rapport à ta question, Alexis. Et je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais, Bien parce sûr. qu'on parlait d'indépendance et de pluralité dans les médias, et tu as parlé d'un troisième point intéressant, c'était l'objectivité. Bah, Et, justement, je ne vais pas te couper, je vais te laisser. dis-moi. Mais est-ce qu'on pourrait lancer un sondage Oui. pour savoir si les médias doivent-ils être objectifs? Ça serait super. Et je te laisse Eh ben, reprendre. c'est Je suis désolé de parfait, t'avoir parce que coupé. j'ai un avis dessus. Eh ben, ça Donc, tombe il y bien, a- ça tombe bien. Il y a quelque chose qu'on apprend, peu importe la formation journalistique, et c'est vrai que c'est assez, on va dire, choquant à entendre en premier lieu, mais on nous apprend à mettre une différence entre objectivité et honnêteté intellectuelle. C'est deux choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un journaliste, l'objectivité, telle qu'on la connaît, le concept un peu philosophique qu'on a tous appris au lycée, finalement, ça n'existe presque pas en fait. Pourquoi ? Et c'est presque pas possible en fait comme concept, parce que l'être humain est doué d'un esprit, et même si on souhaite être le plus objectif, le plus honnête, finalement, le journaliste va forcément guider dans son travail le lecteur vers quelque chose. Si par exemple, moi, on me missionne, on me dit Valentin, on va faire un reportage ou faire un papier sur une personnalité politique qui va à l'encontre, voire à l'opposé de mes opinions, alors moi, mon devoir de journaliste sera de rapporter des faits de manière honnête. C'est-à-dire, je vais devoir utiliser toutes les déclarations, je vais devoir rappeler le contexte, ne pas juger, ne pas donner mon avis. Voilà, donc ça, c'est le métier du journaliste. En revanche, dans le choix du titre, dans le choix du chapeau, donc de l'introduction, dans le choix du format, du genre journalistique que je vais prendre, si c'est une brève, une analyse, un décryptage, une enquête, dans le choix même de la photo de l'article, tout ça, ce sont des choix qui me sont propres en tant que journaliste. Donc, selon ces choix-là, si moi je décide d'utiliser un titre, même dans les blocs de texte, si je décide que la déclaration la plus importante, c'est celle-ci et pas la deuxième, peut-être que quelqu'un qui sera d'accord avec cette personnalité politique que je traite dans l'article va décider de mettre une autre déclaration en premier lieu. Parce que vous savez, notamment dans le journalisme web, on a le système de SEO, c'est-à-dire que Internet analyse l'article comme ça et comme ça. Donc on va mettre d'abord les mots-clés les plus importants pour remonter l'article. Si moi je décide que le plus important c'est ça, c'est peut-être parce que je vais décider que voilà, moi j'aime pas cette personnalité politique, alors je vais mettre d'abord une déclaration qui la tourne peut-être un peu en dérision. Peut-être que dans le corps de texte, dans le fond, peut-être que je vais être objectif parce que j'aurais pas raconté des mensonges, je vais rappeler le contexte, je vais faire mon travail de journalistique, je donne la matière informative au lecteur.
mais selon le genre journalistique. Le titre, l'angle, tout ça, c'est mes choix qui sont propres. Donc déjà, je vais être mon lecteur sur un chemin choisi, en fait. Donc l'objectivité, elle n'existe pas. C'est une honnêteté intellectuelle de rapporter les faits tels qu'ils sont, sans rajouter et sans donner mon avis. Voilà, c'est ça le métier de journaliste. Voilà, j'ai terminé. Bah, non, mais Merci. c'est détaillé et appuyé. J'aimerais juste revenir sur ce qu'a évoqué Michel Gonzague un peu plus tôt. Qui lui parle enfin, je vois le problème de la pluralité plutôt sous l'angle que c'est pas une question d'offre politique ou d'orientation, mais plutôt simplement dans le choix des sujets, surtout que ça se joue. Il dit que ce soit économique, sociaux, sociétaux. Euh, donc ça voudrait dire que le choix lui-même des sujets est orienté, mais au final, l'actualité étant l'actualité, si jamais un certain nombre de médias se mettent à tourner autour d'un certain nombre de sujets et que les gens rejoignent ces sujets, comment vont faire les médias s'ils ne s'alignent pas sur ces sujets-là? Je veux dire, même les très bonnes rédactions indépendantes qu'on peut vouloir citer de tous bords, me semble, vont à un moment ou à un autre rentrer dans les sujets d'actualité ou dans les sujets d'époque, on va dire plutôt. Je veux dire, par exemple, si jamais il y a dans la mouvance MeToo ou autre un vrai phénomène qui a lieu de société, n'importe quelle rédaction va se retrouver à faire des enquêtes sur la propagation du harcèlement sexuel ou autre dans plein de milieux différents. Donc, est-ce que c'est vraiment les médias qui choisissent d'aller dans un certain sens? On a déjà souligné avec certains chiffres, notamment pour BFM par exemple sur Twitter, qu'effectivement il y a quand même parfois un manque, on va dire, d'équilibre. Mais est-ce que de là à dire que c'est directement comment dire, un choix politique plutôt que juste un choix commercial au final, je ne suis pas sûr que ce soit Le, ultra défendable. le sondage nous dit qu'en majorité, les médias n'ont pas besoin d'être objectifs. En rebondissant sur ce qu'a dit Valentin, et peut-être pour Camocato ou Vincent d'ailleurs, hein, celui comme vous préférez, je dis qu'en fait, tu prends un fait qui est objectif et tu vas le mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on pense des médias qui sont classés à gauche, on a parlé de Mediapart, mais on pourrait parler de médias qui sont clairement même certains proches de partis politiques. Je pense à le média qui est proche de la France insoumise ou Blast qui s'assume de gauche. Ils propagent pas pour autant des fausses informations. Ils ne sont pas objectifs, mais ce qu'ils disent, c'est vrai. Quand ils vont enfin, je vous pose la question, hein. Quand ils vont dénoncer un scandale ou, quand ils vont, soulever un souci, particulier, c'est pas objectif, mais pourtant c'est pas un problème. Donc quand on dit que les 3 créneaux des médias, c'est l'indépendance, la pluralité et l'objectivité, moi ma question, c'est par rapport à tout ce qui a été dit là, notamment par IDB et Valentin. Je vois que Vincent, il dodeline de la tête, donc je vais me tourner vers lui. Est-ce que l'objectivité, c'est vraiment important? Non, bah, moi, ce qui me fait réagir, c'est un média qui est proche d'un courant, à partir du moment où il relaie les propos d'un homme politique qui sont eux-mêmes parfois fallacieux, pas toujours, mais dans certains cas. Est-ce que son devoir, c'est pas de toujours mettre en garde le lecteur, de dire bah, attention, cet élément-là, il n'a pas été prouvé, il n'a pas été expliqué, il n'a pas été vérifié. Souvent, on a des médias qui relaient des informations, et juste, ils relaient l'information enfin, dans des logiques d'audience, pour faire du buzz, mais sans jouer leur rôle de... Pas, on pourrait leur demander de jouer un rôle de fact-checking, d'expliquer que ce qu'ils relaient, c'est pas une info, c'est pas un chiffre juste, c'est pas une information de qualité. Et en ce sens, c'est moi ce qu'on pourrait attendre d'un média à ce niveau-là, ce serait de faire ça, même s'ils ont des idées politiques et qui relaient certains trucs, que ça soit le fait en expliquant que c'est faux ou vrai, si c'est vrai, mais au moins que ça soit fait. Du coup, si je peux intervenir sur la notion d'objectivité, Camille, parce que je peux, hein. C'est Camo, Alexien. Parce que j'étais maintenant. pas... Ouais, maintenant c'est fini. Ouais. Mais j'étais vraiment d'accord avec ce que disait Valentin. La notion d'objectivité, elle est mise en avant d'abord par les journalistes eux-mêmes, comme si ils étaient en haut d'une montagne et que voilà, c'est eux qui détenaient la vérité, alors que les journalistes ont
forcément une culture, ils ont fait des études, ils lisent beaucoup, ils observent le monde, ils ont une expérience. Donc on ne peut pas être 100% objectif, c'est-à-dire neutre de toute idée. Et je pense que c'est une bonne chose quand les journalistes disent qu'ils ont une opinion et que cette opinion, même si elle ne dicte pas forcément tout leur travail, parce qu'ils peuvent avoir une honnêteté intellectuelle, mais au moins on sait, comme disaient les marxistes, d'où ils parlent, les journalistes. Et là, on a une honnêteté envers le spectateur ou le lecteur quand le journaliste sépare bien les faits, en fait, à la manière un peu anglo-saxonne, de séparer les faits de son opinion. Ok, Je voudrais juste poser vas-y, une vas-y. petite question à toi, Valentin, vu que tu étudies dans ce milieu-là. Alors, on ne peut pas faire complètement le deuil de l'objectivité de l'information, et c'est vrai que c'est une construction autour des faits qui entraîne nécessairement une prise de point de vue, une subjectivité, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer justement que pour faire une information correcte, il faut avoir plein d'individus ensemble, donc une rédaction? Est-ce que c'est pas au niveau des rédactions qu'il y a une garantie là d'une espèce d'objectivité collective? Bah, c'est-à-dire, dans les rédactions déjà, et je ne suis pas assez calé sur les médias étrangers, mais je sais qu'en France, il me semble que c'est Patrick Drahi qui a instauré ça. Chaque média a sa propre charte de déontologie à respecter. Et d'ailleurs, celle de CNews avait leak sur Twitter, elle était très drôle. Je vous invite à aller la retrouver. Mais voilà, chaque média a une charte des codes journalistiques. Il y a aussi évidemment les chartes de la profession, la charte de Tunis, il me semble qu'on étudie en cours, etc., de journalisme. Donc on a des codes, des règles à respecter dans le journalisme. Et parfois, même dans notre travail, ça peut être entravé. Parfois, je pense notamment à des grands journalistes de grande enquête comme Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Au bout d'un moment, quand on enquête sur Sarkozy et compagnie, ou sur Balkany, on a une information, on a nos sources, il faut les protéger, mais aussi déontologiquement parlant, est-ce qu'on peut publier ou pas? Mais il y a plein de cas de déontologie intéressants, hein. Vous savez, on l'avait étudié en cours, c'était avec la crise de Cuba notamment, où le directeur de la rédaction du New York Times à l'époque avait entendu parler que Kennedy préparait une stratégie militaire pour bombarder en Cuba. Et il se demandait est-ce qu'il doit la mettre en une le lendemain, donc c'est un risque de prévenir Cuba qu'il y a une attaque qui arrive, ou est-ce que je protège mon pays? Il y a plein de cas comme ça en fait intéressants. J'ai l'information, donc je dois la donner aux citoyens, mais aussi je peux mettre un peu dans la merde mon gouvernement. Donc il y a plein de choses comme ça. Et pour te répondre, donc du coup, c'est vrai qu'au sein même des rédactions, il y a des règles qui peuvent différencier des codes, on va dire, un peu généraux au-dessus du métier. Le Figaro a sa ligne éditoriale et sa charte déontologique. Pareil pour Libé, pareil pour Le Parisien, pour Le Monde, etc. Et d'ailleurs, je parle du Parisien, on n'en a pas parlé, mais en France, on a la chance d'avoir une très très bonne presse quotidienne locale. Et je vous invite, pour les personnes qui n'habitent pas l'Île-de-France, parce que l'Île-de-France est très moyenne là-dessus, mais notamment dans l'ouest de la France, Ouest de France, c'est d'ailleurs le journal le plus puissant en France, et que peu de personnes le savent. Mais Ouest France, c'est le quotidien le plus puissant en France. Et le plus vendu, et le plus circulé, celui qui a le meilleur taux de diffusion. Mais on a une très belle presse Sauf dans locale en le France. Finistère où c'est Telegram. Et il y a le Télégramme dans Dans le le Finistère, Finistère, c'est évidemment. Telegram. C'est les Telegram dans le Finistère. Peut-être sur Mais ce voilà, point, Kamokato, Sur quel point? si tu veux rebondir sur ce qui a été dit. Après, on va peut-être faire une pause parce qu'en fait, on est là depuis 50 minutes déjà, donc on va peut-être faire une petite pause avant d'entrer vraiment dans la question politique. Donc si Kamokato ou Vincent, vous avez des choses à ajouter sur ce point-là, c'est le moment, ou sinon Peut-être juste un tout petit point sur Eh ce qui bien, avait été vas-y. dit tout à l'heure par Eh bien, rapport aux émissions de service public comme France Inter qui serviraient de Encore? contre-pouvoir. Pardon, j'ai vraiment rien contre France Inter et je paierai ma redevance le mois prochain sans problème. Mais j'ai du mal à considérer ça comme un contre-pouvoir parce que c'est Sybille Veil, il y a quelques années, qui était présidente de Radio France, c'est ça, avait refusé des spots publicitaires en faveur des opposants à la privatisation des aéroports de Paris, et ça a été vu comme un signe de loyauté envers Emmanuel Macron. Donc, se moquer de François Hollande parce qu'il est sur son scooter, je ne peux pas considérer ça comme une vraie critique politique. Vincent, Ok. et puis on part petite pause.
Ouais, bah moi, ok, je savais pas cette histoire d'aéroport. Je voulais réagir sur la rédaction, enfin sur ce qu'on parlait de rédaction juste avant, Valentin notamment, et je trouvais qu'on n'avait pas du tout parlé d'une organisation des journalistes qui allait bien au-dessus des rédactions d'un journal ou d'un média. C'était aujourd'hui, finalement, j'ai l'impression que toutes les grandes affaires des médias, du journalisme d'investigation, elles sont aussi le produit plutôt de consortiums qui sont transnationaux, qui sont transmédias. Je sais pas, on a les Pandora Papers, mais il y en a eu plein d'autres ces dernières années. Malheureusement, chaque année, il y a un nouveau feuilleton à ce niveau-là. Et c'est aussi la preuve que finalement, enfin, je vais dans le sens de Valentin quand il dit les journalistes, ils sont aussi un peu à côté ou pas forcément en dessous du pouvoir d'un investisseur. Bah, c'est la preuve aussi qu'il y a du journalisme qui peut avoir lieu et qui peut dépasser les problématiques d'indépendance, ou en tout cas donner l'impression que ça les dépasse, puisque souvent ils ont tendance à mettre en avant des situations qui vont plutôt tirer à balles réelles sur leurs propriétaires ou leurs investisseurs. Donc c'est plutôt un gage d'indépendance. Enfin, en général, c'est quand même des consortiums internationaux et on n'y est pas pour grand-chose. Et on a même vu qu'ils ont peiné pour la plupart à relayer cette information-là qui vient pas d'eux. Mais on y reviendra dans la deuxième Mais partie, on y donc c'est revient. ça, on va pas faire le débat maintenant. Pardon. Merci tout le monde. Je pense que si on peut peut-être faire une petite pause de 5 minutes et puis Ouais, on parlera vraiment des questions histoire, politiques. On a un débat qui, comme vous pouvez le voir, est riche. Là, on a à peine fait la première partie de notre débat. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous retenir jusqu'à trop tard. C'est pour ça qu'on va juste boire un verre d'eau et puis c'est et on ça. revient tout de suite. À tout. À tout de suite. Valentin, pas d'émotion lors de la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo? Le Ça, mépris peut sur être une émotion, ou l'ennui. non, mais je sais pas, oui, non, sur ce point, Valentin, qu'est-ce que tu en penses? Bah en vrai, c'est tellement. On en parle énormément dans le milieu du journalisme. Ah, Allô? je- Ah, attends, Allô? bah, écoute, Valentin, on a un petit problème de son. Vincent, écoute, Vincent, je t'en prie. Ouais, non, mais bah, alors moi, je sais pas, alors, je pourrais être transparent. J'ai pas regardé ce débat-là. Euh, pour une bonne raison, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'était la prime aux qualités de débatteur et d'orateur, et plutôt qu'aux qualités intrinsèques de ce qui était amené, notamment parce que j'ai plutôt le sentiment que le cas Zemmour, enfin, sauf erreur de ma part, c'est un polémiste à la base, et il a été, grâce à sa position de polémiste, il a pu être présent dans les médias, et du coup prendre des positions clivantes qui font parler de lui, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est plutôt la recherche du clivage qui amène à parler du personnel politique, et plus on est clivant, plus on va en parler, donc mieux c'est. Alors que bon, quoique Hidalgo est quand même clivante, et ça marche pas trop pour le cas d'Hidalgo, Pas pareil, ouais. mais, mais sinon, du personnel politique qui va être peut-être moins télégénique ou télévisuellement intéressant, ben, va en pâtir. Et finalement, c'est un peu triste, c'est que c'est les qualités ces qualités à passer à la télé qui vont peut-être faire une carrière politique plus que sa capacité potentielle à gouverner ou à gérer un État. Et ça m'amène un peu à être dépité face à cela, pour être Je transparent. l'entends à ton Est-ce qu'on timbre a de voix. Est-ce que récupéré le son de Valentin? voilà. J'espère. Valentin, Ah! Oui. Et vas-y, Parfait. vas-y, c'est Donc, bon, je on vais t'entend. commencer juste avant Vincent à dire que dans le cas de Zemmour, en fait, ce qui est à la fois intéressant et aussi grave, c'est que c'est quelqu'un qui est de base plus proche du milieu journalistique que du monde politique, finalement, directement, en termes de métier, parce que polémiste, en fait, et éditorial, voilà, il écrivait quand même dans le Figaro, donc ça reste quelqu'un qui n'est pas journaliste, mais qui est proche du journalisme, et qui a une carte de presse, d'ailleurs, il l'a très, très bien dit dans l'une de ses dernières vidéos sur son compte Twitter, et le problème avec Zemmour dans les médias et aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il a ouvertement dit, je le cite, il a dit « c'est mon devoir en tant que journaliste qui possède sa carte de presse de donner mon avis politique ». Et ça rebondit un peu à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que justement, déontologiquement, c'est tout l'inverse. Donc c'est justement, il ne doit pas faire ça. Et en fait, et si ça, il intéresse autant de personnes, Zemmour aujourd'hui, c'est qu'en fait,
j'ai presque envie de dire que c'est un journaliste qui se lance dans la politique, donc qui comprend totalement en fait le journalisme. Il sait exactement comment fonctionnent les chaînes de télé, il sait puisqu'il vient de là. Donc en fait, c'est pour ça que autant de personnes aiment le détester ou l'aiment tout court ou aiment regarder ces débats. C'est parce que c'est quelqu'un qui comprend parfaitement en fait les codes du milieu. Et c'est là tout le problème en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai conflit d'intérêts, j'ai envie de dire, en fait avec ce que fait Zemmour depuis plusieurs mois. C'est que c'est un chroniqueur et politique, c'est un polémiste, c'est un éditorial presque journaliste. Donc en fait, il n'a pas sa place en face d'un Mélenchon ou d'une autre personne politique. Sa place est d'analyser le débat politique, mais pas d'être politicien. Bah, Et pardon. voilà. On entend que Zemmour, il a les codes des talk shows et des plateaux télé, mais il n'y a pas quand même une espèce de bulle spéculative autour de Zemmour, une bulle spéculative de l'information. On ne parle que de ça. On a vu tout à l'heure le graphique sur les tweets de BFM TV. Je le reposte. C'est quand même incroyable qu'on en parle autant. En fait, c'est un peu l'œuf et la poule, savoir qu'est-ce qui est venu avant. Est-ce que c'est la médiatisation de Zemmour ou l'intérêt de la population pour lui? Parce qu'aujourd'hui, il est à 17%, parce qu'on en a parlé toute la semaine, et on en a parlé toute la semaine parce qu'il était à 14% la semaine dernière. C'est assez compliqué de voir si c'est une bulle médiatique ou si il y a vraiment un appétit de la part de la population, ou en tout cas de 15-20% de l'électorat potentiel pour mettre au pouvoir un intellectuel de droite. On sent une petite réaction. Ouais, je réagirais en disant c'est toujours les gardes-chasse qui font les meilleurs braconniers. Et je trouve que dans le cas de Zemmour, c'est le bon exemple. Et je rejoins tout à fait Camo Cato qui disait voilà, ben, c'est les médias qui entretiennent ça. Et pour parler de quelques médias en particulier, parce que je ne sais pas si vous lisez, vous passez en tête certaines revues de presse écrites, enfin les titres de certaines presses écrites, c'est pas non plus un sujet, ils en parlent pas vraiment tous les jours. Par contre, vous allez allumer les chaînes d'infos en continu, bah, il y en a une qui va le recevoir, l'autre qui va dire qu'il a parlé de ça pendant qu'il était dans la chaîne d'à côté, la troisième qui va dire « Oh, mais dis donc, mes deux chaînes concurrentes n'arrêtent pas de parler que de lui, vous avez vu, d'ailleurs, il est à 15%. » Enfin, vraiment, c'est un peu le chat qui se mord la queue, ou le chien d'ailleurs plutôt, et ça n'arrête pas comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu récurrent à chaque élection présidentielle. Quand Macron n'était pas candidat, il était juste ministre, il disait rien et tout le monde disait est-ce que demain il va annoncer qu'il sera candidat, et ça n'arrêtait pas tout le temps. Ouais, Valentin. Après, moi, je pense aussi que Zemmour aujourd'hui, il profite d'une actualité, on va dire, morte. Et c'est horrible de dire ça à quelques mois de la présidentielle, mais en fait, l'actualité des présidentielles, elle est morte. Macron, officiellement, on ne sait pas s'il va se présenter. Il n'y a pas encore vraiment eu les primaires de droite ni de gauche. Il y a eu un petit peu voilà, le combat avec Sandrine Rousseau, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à quelques mois des présidentielles, on a l'impression que la campagne n'a pas réellement commencé. Et Zemmour en profite un peu pour foutre un peu le bazar dans le débat politique. Et encore une fois, je reviens à ce qu'il dit, il maîtrise tellement ça en fait qu'il sait où attaquer et comment attaquer sur les plateaux télé. Et pour revenir à ce parallèle débat, à ce parallèle, excusez-moi, politique-média, on voit en fait que les médias sont presque, pour ma part, peut-être pour le coup, je reviens tout à l'heure, je suis peut-être pas le plus objectif, mais pour moi, les médias sont presque plus puissants que les politiciens parce que les politiciens ont plus besoin, je pense, des médias que les médias ont besoin des politiciens. De l'actualité, il y en aura toujours. Il y aura toujours des faits divers, même en dehors politique. Il y en aura toujours et les journalistes seront toujours là pour enquêter sur des sujets sociétaux. Mais les politiciens ont besoin des médias pour s'exprimer parce que finalement, sinon, un politicien, il s'exprime devant qui? Il s'exprime devant ses fidèles et les membres de son parti. Mais il a besoin des médias pour relayer les campagnes, sa campagne, en fait. Donc finalement, Zemmour appuie là où ça fait mal en utilisant les outils qu'il maîtrise depuis maintenant 30 ans. Mais moi, je suis presque sûr de moi une fois que l'élection présidentielle 2022 va s'accélérer avec l'officialisation d'Emmanuel Macron, une fois qu'on saura qui représentera
les Républicains, etc., etc. Déjà là, on commence un petit peu à diminuer parce qu'on a vu qu'Édouard Philippe a créé son parti. Donc, mine de rien, l'actualité politique commence à s'éloigner un peu de Zemmour, même si il est toujours là. Mais une fois que Macron aura dit voilà, je me présente, une fois que Le Pen aura commencé à enchaîner les voyages, que Mélenchon pareil, que on va être sûr que le bordel dans le parti de gauche entre les Verts et compagnie vont se régler. Une fois que tout le monde sera bien ancré sur ses pattes, prêt à faire la campagne, Zemmour va, je pense, redevenir Zemmour. J'ai un autre cas que j'aimerais évoquer avec lui, tu en as parlé, Valentin, rapidement, c'est le cas de Sandrine Rousseau. Donc, on a le cas de Zemmour qui n'est pas encore candidat et là, on a le cas de Sandrine Rousseau qui n'est plus candidate, mais qui pourtant est invitée partout. Elle est invitée partout, plus que Yannick Jadot qui pourtant est le candidat qui a gagné la primaire et en plus, Sandrine Rousseau, elle est invitée sur les plateaux télé, non pas pour parler des thèmes de Yannick Jadot, non pas pour parler de leur future alliance, mais pour parler de ses propres thèmes à elle qu'elle a imprimés pendant la campagne. Qu'est-ce que ça t'évoque, Kemoketo, toi, ça? Je pense que c'est un peu la même chose que, pour Zemmour. En fait, il faut remplir de l'antenne. On remplit pas de l'antenne avec des éléments de langage. On remplit de l'antenne en captivant le spectateur et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quand on écoute, Sandrine Rousseau ou Zemmour, on est intéressé par ce qu'il dit parce qu'il provoque quelque chose, comme ils sont sur le terrain idéologique, ils appellent à l'intelligence et à l'émotionnel chez, le spectateur et je pense que c'est pour ça qu'on les invite. Sandrine Rousseau, quand je l'écoute, elle me fait réfléchir. En plus, comme Zemmour, ils ont une bonne rhétorique, ils parlent de manière agréable. Ça, je pense qu'il y a une nostalgie aussi chez les gens d'avoir des gens qui connaissent l'histoire de France, qui sont capables d'aligner des arguments, qui ont une rhétorique et pas des simples hologrammes. Donc, je pense que c'est un peu. C'est ce que Mélenchon disait, il me semble, sur Macron. Mais je pense qu'il y a une appétence chez le spectateur de ça. Ils ont envie de ça. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont intéressants à écouter et qui peuvent me bousculer aussi dans mes opinions. Bah, il y a cette logique de capter l'attention effectivement, mais De bons capter clients, quoi. l'attention de l'auditeur, c'est essentiel à la fois pour Mmh. le politique et pour le journaliste. L'auditeur ou le lecteur, c'est aussi un électeur potentiel, donc on a une logique qui est au moins dans la forme, similaire. Moi, je voudrais qu'on parle juste un tout petit peu d'autre chose. On a beaucoup entendu dans les différentes contestations sociales, la profession même de journaliste être mise en cause parce qu'elle était trop proche du pouvoir politique, parce qu'on avait affaire au même cercle, à la fois relationnel et de pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de l'influence, du politique sur les médias, mais par cette systématisation de leurs rapports sociaux? Vincent, peut-être? Oui, bah, je pense que le défi aujourd'hui des politiques, c'est quand même d'essayer de concerner au maximum la population, de lutter contre l'abstention, de faire revenir les gens devant les urnes, de, de sensibiliser chacun au sujet clé de société. Donc, je comprends que ça passe aussi par essayer de trouver tous les médias pour toucher chacun au bon endroit. Et donc, ça passe par se rapprocher de journalistes, ça passe par essayer de changer de canaux avec des choses plus ou moins bien réussies ou plus ou moins bien accueillies. Je sais pas, on peut parler de la vidéo du président avec deux youtubeurs il y a quelques mois, mais en tout état de cause, ça rentrait dans l'idée d'essayer de se dire il faut toucher des gens qui sont loin de ces thématiques-là, qui sont désintéressés du monde politique et qui votent plus. Donc, je peux comprendre qu'il y a la volonté de se rapprocher du personnel journalistique et qu'il y ait une volonté dans ce sens-là. Bon, a contrario, c'est utile pour les journalistes puisque ça leur fait quand même des bons papiers à pouvoir sortir, ils ont la bonne info, la bonne petite remarque, la bonne petite phrase. Donc, tout le monde y trouve son compte. Après, ça nécessite encore une fois, on revient au sujet dans ce cas-là, il faut qu'il y ait de l'honnêteté intellectuelle et surtout, à mon sens, ce qui manque, c'est que les médias jouent pas le jeu de dire moi je suis coloré de telle couleur, mais je le dis quoi. Au moins, on joue pas caché. Parce que moi, je sais que CNews, ils sont à droite, mais tout le monde le sait pas. Et celui qui regarde CNews, il peut penser que c'est pas le cas. Donc, à minima, il faudrait qu'au moins chacun puisse présenter clairement la carte, la couleur qu'ils défendent,
et qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou on pense que c'est de l'info. Moquette, J'ai un peu dérivé. Oh, t'inquiète. Je te voyais réagir Aucune idée. silencieusement. Ouais. Dans la question d'influence ou d'ingérence entre les médias et la politique, elle est très très vieille. On peut remonter même au 19e siècle où tous les grands hommes politiques avaient leur propre journal. On parlait en 81 des images subliminales du JT d'Antenne 2, en 95 des guignols qui auraient favorisé l'élection de Jacques Chirac. Sur la dernière élection, le cas Macron est vraiment un cas d'école, puisque il y a eu, surtout à partir du moment où Juppé n'était plus le candidat attitré de la droite, une vraie, je ne vais pas dire une OPA, mais en tout cas, on a Pierre Berger qui avait soutenu directement Emmanuel Macron, qui avait affiché son soutien pour Emmanuel Macron. On avait Christophe Barbier qui aussi avait affiché Je son te coupe soutien juste de pour lire, manière assez claire. Mister Minifeuille dans le Vas-y. chat a dit: «Sans les médias, pas de Macron président non plus. Il a clairement aussi bénéficié d'une bulle médiatique». C'est ce que tu Bah, dis aussi? oui, Tu es oui, d'accord avec plutôt, ça? ouais. Oui, oui, OK, vas-y, je complètement. t'en prie, continue. Parce qu'il avait son discours libéral, europhile, vu comme progressiste, qui correspond parfaitement avec la ligne éditoriale du Monde, de Libé, de l'Obs, même de l'Express. Même le Figaro, à la limite, était plutôt favorable à Macron, même si Fillon restait son champion. Mais je me souviens de une du Point avec la tête de Macron et pourquoi pas lui, voilà, en disant que c'était l'homme moderne, etc. Alors, pour l'exercice, je vais me faire homme de gauche, juste pour l'exercice. On entend et on peut comprendre, en tout cas, l'argument de dire qu'il y a une sorte de consensus médiatique autour d'intérêts bourgeois, quelque part. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça? Que quelque part, il y a un consensus qui se crée autour du candidat qui va favoriser le plus les élites ou le milieu dont il fait partie? Valentin, est-ce que tu... Pardon. Ah, Bah, non, je suis là. Il y a pas de problème. Mais non, c'est une très bonne question, mais d'une certaine manière, j'ai envie de dire, pour rebondir un peu sur tout ce débat-là, le problème, en fait, et surtout pendant les campagnes présidentielles, c'est le risque de tomber dans le sensationnalisme qui est pour moi le pire mot dans le journalisme. Pourquoi? Parce que on aura tendance toujours à parler de la même personne, de la même personne, de la même personne, et peu importe l'angle, qu'il soit positif ou négatif, parler d'une personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour citer l'exemple de la France, en 2017, on va dire que Macron, ça l'a bien aidé. Qu'on parle de lui plutôt, on va dire, en bien. Aux États-Unis, c'est en parlant en mal de Trump qu'il est passé. Donc en fait, finalement, c'est plus on parle de quelqu'un, finalement, ça fait grimper les citoyens que les citoyens ont pour une personne. Parce que tu critiques une personne ou que tu l'encenses, dans les deux cas, le citoyen il va se renseigner sur cette personne. Donc en fait, on lui fait de la pub. Et c'est un peu le danger qu'il y a dans le journalisme. Pour moi, c'est ce déséquilibre qu'il peut y avoir, surtout pendant les campagnes présidentielles, de parler toujours du même parti ou de la même personne. On a la chance d'avoir parfois les personnes n'apprécient pas ça en France, mais on a la chance d'avoir énormément de candidats finalement qui se présentent au présidentiel de plus en plus. Il y a l'impression qu'il y a de plus en plus de petits partis même qui se représentent. Et en fait, il faudrait vraiment tous parler d'eux. Pas forcément à part égale, parce que parfois c'est compliqué entre un Jean de la Salle et une Marine Le Pen de parler autant des deux, mais au moins dans les gros candidats, il faut essayer de parler autant de chaque personne. Et c'est vrai que c'est le risque d'avoir un sensationnalisme de oh Macron c'est un peu l'intello, il est jeune, il est beau, il parle bien, il parle anglais, on va parler de lui, on va parler de lui, on va parler de lui, on va parler de lui. Et ce qui s'est passé en fait lors de la dernière campagne. Et c'est pour ça aussi qu'il est passé, parce qu'on lui a dressé un portrait de oh c'est un peu le renouveau politique français. Regardez, c'est pas un Sarkozy, c'est pas un Chirac, c'est pas un Juppé, etc. Et on a voulu dresser le portrait du jeune businessman français. Et finalement, on s'est rendu compte au cours de la campagne qu'il y avait quand même des points communs avec l'ancienne génération. Et il faut savoir, je pense, et c'est aux journalistes de réussir ce métier-là, de poser les bonnes questions et de bien préparer les interviews au moment des campagnes pour mieux détecter quels sont vraiment ces politiciens. Parce que si on parle trop d'eux, juste un petit peu
négativement ou positivement aussi bête que ça, parce que la vie n'est pas toute blanche et toute noire. Il y a toujours un équilibre à avoir. Et je pense qu'il faut trouver cet équilibre-là pour au moins améliorer la compréhension de chaque programme et aider surtout les citoyens à mieux capter quelles sont ces personnes et ne pas avoir de mauvaises surprises et de tomber dans une mauvaise rhétorique pendant les campagnes. Kemokato, peut-être là, je vois que tu. J'acquiesce au contraire. On a Moi, Casimir qui nous dit sur la question du sensationnalisme au Royaume-Uni, le manque de déontologie mène à des pénuries et à des paniques depuis des semaines. Et il nous met un lien vers le Daily Mail pour pouvoir s'en rendre compte. Moi, j'avais une Vincent, autre question. tu voulais Ouais, dire non, quelque chose je disais aussi qu'il y avait Vas-y, le vas-y. Luco qui disait un truc intéressant, enfin en tout cas qui poussait une idée intéressante, je trouvais, autour de la même façon d'une réglementation du temps de parole, il pourrait y avoir une sorte de réglementation de l'exposition médiatique des candidats, puisqu'aujourd'hui, finalement, on parle plus des candidats qu'ils ne parlent eux-mêmes d'eux. Donc je trouve que c'est une idée qui peut aussi être intéressante, mais ça me semble un peu, enfin la mise en œuvre, ça rapproche un peu de l'usine à gaz quand même, en première approche, là comme ça, ça semble difficile à mettre en place, mais en tout cas, ça semble intéressant. Alors moi, je suis pas totalement. Je pense pas que ça soit impossible, hein, dans le sens où pendant les campagnes, on décompte le temps de parole des politiciens à l'antenne, et finalement, dans le milieu du journalisme, on a cette règle qui dit minute égale signe à l'écrit. Donc finalement, à l'image d'un décompte en minutes, à la télé, on peut très bien avoir un décompte en signes, enfin en caractères, plutôt en nombre d'articles par jour ou par semaine pour un candidat. Toute réglementation est possible et c'est pas inintéressant, surtout à l'ère aujourd'hui, à l'ère où on va pas développer là-dessus, mais à l'ère du numérique où il y a de plus en plus de plateformes, de plus en plus d'outils sur les réseaux sociaux. Et ce débat-là d'ailleurs a été omniprésent sur Twitter au moment où Samuel Etienne a donné la parole à Jean Castex sur sa chaîne Twitch. Est-ce qu'il fallait décompter le temps de parole de Castex sur Twitch, oui ou non? La réponse finalement est oui, puisqu'en fait il est venu en tant que politicien. Donc il y a tellement d'outils de communication aujourd'hui que finalement c'est pas impossible de décompter le nombre d'articles en signes, en caractères à l'écrit, qu'on peut le faire en minutes à la télé. Donc finalement le commentaire dans le chat est très intéressant et pour moi pas irréalisable. Mais ça va même marche, plus loin. ouais, Vas-y, pardon, je t'en ça prie. marche pour le français moyen, enfin le spectateur lambda qui regarde le JT de TF1 ou le JT de France 2 tous les jours, ou qui lit Le Monde tous les jours, ou qui lit Ouest France tous les jours. Seulement maintenant, l'information, on la prend beaucoup par Internet et c'est lié plutôt, enfin si je vais sur Google, à des centres d'intérêt. C'est-à-dire que si je m'intéresse à Jadot, j'aurai ensuite énormément d'articles sur Yannick Jadot. Google va pas me proposer un article sur Jadot, un article sur Mélenchon, un autre sur Hidalgo, etc. etc. Donc je pense que c'est possible techniquement de le faire, parce que de toute façon, c'est une histoire de chronomètre. C'est le CSA qui chronomètre les discours des candidats. Ils peuvent très bien chronométrer l'exposition médiatique d'un parti ou d'un candidat. C'est la même chose. Est-ce que ce serait vraiment utile? Je ne suis pas sûr. Je voulais Vas-y. juste finir, et j'allais rebondir sur quelque chose et aller dans le sens de Kamokato, justement. Je comprends que sur des grands axes, et on peut considérer qu'il y a sur les médias majeurs, ce genre de choses, on pourrait s'amuser à décompter, mais vraiment en allant très loin sur leur temps, leurs articles, comme Valentin a pu le décrire ou autre. Je pense pas que ce soit une solution viable dans l'absolu, puisqu'effectivement, il y a des poches aujourd'hui, on le sait, à travers Internet, à travers tout type de communication que les gens peuvent se trouver. Et voilà. Les gens, en fait, aujourd'hui, se regroupent pour discuter de choses dans leur opinion. Je tourne autour du pot parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais enfin, le phénomène. Non, mais juste parce qu'on Mais parlons-en. on va en parler une autre fois. Mais juste la conséquence directe des réseaux sociaux, effectivement, comme le dit Kamakato, c'est pareil que pour Google ou autre. Ce sont des algorithmes qui vont te concentrer sur ton intérêt et qui vont te feed au maximum sur des choses. De la même façon qu'il va y avoir des médias alternatifs ou on va dire qui sont pas forcément journalistiques ou autres, qui vont commencer à créer du contenu. Et si eux, ils sont orientés, ils vont t'abreuver de contenu orienté dans un sens en parlant toujours de la même personne. Et je veux dire, à ce moment-là, je vois mal comment on peut s'amuser à décompter le temps d'absolument tout le monde. Même si c'est sur des rédactions ou sur du contenu fixe. Voilà.
Je pense que ça pas de possibilité. Et si quelqu'un a envie d'entendre parler de Jadot effectivement toute la journée, ou de Mélenchon ou de Zemmour, il entendra parler de Zemmour, Mélenchon ou de Jadot toute la journée, et il y aura pas de problème. Ça veut pas dire que, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, il faut créer un pipeline globalisé et ultra généralisé de l'information. Sauf que en France, aux élections, bah, ça existe déjà. Ça s'appelle les programmes que tu reçois par la poste chez toi avant chaque élection. Voilà. C'est- Non, mais On aura effectivement l'occasion de revenir sur ce sujet-là qui est très intéressant, hein. Puis en plus, on pourra évoquer le cas de Twitch, parce que là, on est sur Twitch aujourd'hui et tu l'as un peu évoqué, Valentin, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Et Romain, il y a des choses qui ont été intéressantes, qui ont été dites. Bref, je voudrais qu'on avance et je voudrais vous poser une question. Moi, qu'est-ce que vous pensez des liens personnels entre les politiques et les médias? On a eu l'affaire des dîners là pendant le confinement chez je ne sais plus comment il s'appelle. On a des mariages entre des hommes politiques et des journalistes. Ça a été aussi un petit peu évoqué rapidement tout à l'heure. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait cette proximité? Parce que quand même, ils travaillent ensemble. Enfin, on pourra en parler. Est-ce que c'est anormal? Est-ce qu'il devrait y avoir des règles plus strictes? Est-ce que l'un de vous a un point de vue, là-dessus? Ouais, je vais peut-être laisser parler mon côté fleur bleue, mais la majorité des relations, enfin la majorité des mariages viennent du milieu professionnel. Donc les journalistes sont souvent avec des hommes politiques, et les hommes politiques dans leur vie professionnelle sont souvent avec des journalistes. Donc c'est normal qu'il y ait plus de relations entre ces gens-là qu'entre un journaliste et une caissière, ou un homme politique et un chauffeur de poids lourd. Valentin, tu es d'accord avec ça? Bah, moi, dans un premier temps, j'ai envie de dire, ça, c'est du domaine. Tout ceci ne nous regarde pas, comme on dit. Ça reste des relations. Donc là-dessus, qui sommes-nous pour juger qui se marie avec qui, ou qui est ami avec qui? Ça, à la limite, c'est personnel. On peut pas trop juger là-dessus. Maintenant, c'est comme tout, il faut avoir, on rebondit sur la première partie du débat, si un journaliste ou une journaliste se marie avec un ou une personnalité politique, il faut derrière avoir l'honnêteté intellectuelle pour ne pas interroger son mari, sa femme dans l'exercice de ses fonctions. Donc en fait, on revient au même endroit, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui aiment, à l'instar de 1984 d'Orwell, aiment beaucoup utiliser les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi. mais malgré ça, ça reste une vérité. Mais bon, chaque individu est propre et individuel et unique. Et il faut juste avoir, si on est passionné par son travail et qu'on le fait bien, avoir l'honnêteté intellectuelle de ne pas mélanger le secteur pro et le secteur perso dans son travail. Et tu l'as cité tout à l'heure avec Léa Salamé, et c'était un bon exemple. Toi, Vincent, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis un peu partagé parce que je rejoins ce que disait Valentin sur un certain nombre de points, et sur finalement c'est du domaine du perso, il y a un sujet de déontologie de chacun qui doit développer. Pour autant, j'ai en tête un certain nombre de métiers ou de professions pour lesquels il y a des règles d'indépendance très fortes, notamment dans pas mal de contrôles de métiers de contrôle des capitaux, de commissariat aux comptes. Enfin, il y a plein de sujets comme ça où c'est pas juste on s'en remet au fait que quelqu'un va être droit dans ses bottes. On applique des règles assez strictes. Euh, et j'avoue que là comme ça, j'ai pas de position toute tranchée. Dans les faits, est-ce que on est capable d'objectiver un peu le fait et de se dire, ok, il y a un certain nombre de politiques qui sont en couple avec des journalistes, mais combien on a de cas de journalistes qui sont un peu borderline dans leur traitement de l'information? Est-ce que ça arrive vraiment si fréquemment que ça, ou finalement c'est un peu un sujet à la marge de quelques personnes, et il y aura toujours des gens qui joueront pas le jeu de la déontologie de toute façon? Mais ça a trait, au-delà de parler de vie privée et de relations interpersonnelles, ça a trait, enfin, la question surtout, je pense, se pose au niveau de la promiscuité, on va dire même professionnelle qu'il peut y avoir. Tu parles de règles, effectivement. Est-ce que des règles seraient applicables globalement? C'est une question qui se pose. Mais au-delà de ça, on sait que c'est deux, on va dire, cercles qui s'alimentent l'un l'autre. Enfin, les journalistes ont besoin des informations des politiques pour pouvoir
transmettre quelque chose. Je veux dire, même le Canard enchaîné, si tu veux, qui peut être considéré comme une rédaction les plus... Bon, même si elle est orientée de manière assez générale et assez efficace, elle va quand même ne transmettre que des vraies informations, vu que c'est encore une fois une rédaction qui n'a jamais été reconnue coupable de diffamation ou autre. Et pourtant, on sait très bien qu'ils ont des informateurs, qu'ils ont des gens qui travaillent dans le milieu politique, qui leur donnent ces informations-là qui ne seront pas obtenues d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas forcément justement donc des informations officielles qui vont être fournies par des organes parce qu'ils ont besoin qu'on parle de leur programme, de leur sujet, de leurs intentions de loi ou ce genre de choses. Mais de toute façon, il y a quand même, on sait, enfin, les journalistes, pour avoir une information vraie, ont quand même besoin à un moment de parler directement en politique, et parfois d'une manière pas forcément ultra, on va dire, Mais cadrée, quoi. Mais à un moment donné, c'est valable dans toutes les professions. Je veux dire, un juge a besoin d'un moment donné de parler avec les gens qui ont fait l'enquête, qu'il va juger. Pour autant, s'il y a un quelconque lien personnel entre les 2, on va dire non. On va dire: «Stop», il y a une règle qui va dire: «Bah, écoutez, là, c'est pas possible. On peut pas exercer les fonctions en toute objectivité» et la question, elle est là, c'est que quand tu es journaliste, tu as pas forcément le choix de quelle va être l'information à traiter ou quel va être le dernier scandale et si c'est ton conjoint qui est au cœur du scandale, qu'est-ce qu'on fait? Donc Ouais, Mais mais je ça suis se pas fait sûr, déjà et ça s'est toujours très bien passé. Enfin, quand Montebourg était bien mmh. sûr. ministre, j'ai oublié son nom, Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, ouais. Oui, Audrey c'est vrai. Pulvar s'est aussi mis en retrait des médias. Béatrice Schoenberg aussi, quand je ne sais plus si c'est Borloo ou Kouchner, son ex-mari, mais enfin, en tout cas, ça s'est passé de Borloo, la je même crois. manière. C'est Borloo, hein. Et, Kouchner, c'est Ockrent. ouais, c'est ça. Bah, oui, de la même manière, donc il y a une déontologie. Je pense pas qu'il y ait de règles, vraiment, écrites dans la profession, mais c'est une déontologie, enfin, on va dire que c'est une logique et je trouve qu'en général, ça se passe assez bien. Oui, oui, non, non, mais encore une fois, pour moi, ça tourne pas autour du conflit d'intérêts direct, hein. Je pense que la vraie question qu'il faut poser, c'est plutôt est-ce que, enfin, La il faut plutôt, promiscuité. ouais, il faut juste parler du fait que, contrairement au-delà du conflit d'intérêts, justement, où tu peux dire que, par exemple, un financier va pas pouvoir, Mmh. enfin, devrait pas pouvoir bosser avec un commissaire aux comptes ou ce genre de choses. Un journaliste, malheureusement, lui, enfin, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est le sens de la question qui voudrait ça, mais un journaliste, lui, va être obligé de travailler avec ces personnes-là d'une façon ou d'une autre, et sinon les informations ne sont que des informations officielles, le journaliste ne fait que relayer des communiqués qui sont déjà des communiqués officiels. Enfin, à partir de là, le travail journalistique est quand même assez limité, quoi. Les amis, le temps passe, on va pas vous garder trop longtemps, il y a encore quelques points qu'on aimerait voir avec vous. Moi, j'aimerais vous poser la question du journaliste comme contre-pouvoir. On a vu cette semaine que le prix Nobel de la paix a été décerné à 2 journalistes. On a parlé un petit peu des Pandora's Papers, mais qui font, comme tu l'as dit Vincent, suite au il y en a eu beaucoup, il y en a à peu près tous les ans, comme tu dis, il y a eu déjà les LuxLeaks en début d'année. On a eu, la presse française qui a, à peu près à chaque quinquennat, il y a eu un scandale qui sort de la presse. Le dernier en date, peut-être, c'est l'affaire Benalla, mais on se souvient tous de l'affaire Fillon, de l'affaire Cahuzac, pour simplement les dernières années, parce qu'on pourra remonter très très loin. Tiens, Vincent, toi, est-ce que tu penses que les médias, c'est un pouvoir, un contre-pouvoir? Est-ce qu'il est légitime et est-ce qu'il le fait bien? Bah, je pense qu'effectivement, à défaut d'avoir une opposition politique, Pas forcément c'est toujours un débat, hein, mais non, mais en tout cas, on peut noter que dans un certain nombre de cas, les médias essayent quand même de discuter, enfin, de jouer un rôle de contre-pouvoir, que ce soit pour le gouvernement ou pour des aspirants gouvernants, en essayant un peu de fact-checker ce qu'ils disent, justement de jouer ce rôle d'honnêteté intellectuelle et pas simplement de laisser le monde des politiques s'amuser entre eux sans essayer d'analyser tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, moi j'y vois quand même un contre-pouvoir, alors qui peut être amélioré, nuancé, avec ses fragilités, mais en tout état de cause, il y a quand même des points positifs là-dessus quand on est en capacité
peut mettre le gouvernement face à ses responsabilités en identifiant des échecs, des politiques qui n'ont pas porté leurs fruits, et de demander un peu des comptes, parce que à part le journaliste, il n'y a pas vraiment qui peut interroger un homme politique, qui peut lui poser une question sur quelque chose en lui disant, bah voilà, il y a un an, vous êtes venu, vous m'avez dit ça, un an plus tard, ça n'a pas bougé, ou ça n'a pas évolué, ou ce que vous aviez promis, ça s'est pas fait. Et il n'y a que cette profession-là qui bénéficie de ce pouvoir-là. Ouais, enfin, moi, en tout cas, j'en vois pas d'autres là en première approche, donc rien que ce pouvoir-là constitue un contre-pouvoir. Peut-être rapidement, Camille, et puis. Ouais, moi je pense que les médias sont un contre-pouvoir politique parce que en France, la critique du pouvoir politique est autorisée. On a des enquêteurs, on a des investigateurs pour nous dire que font les personnes que l'on a élues, qui évaluent leur politique, qui fact-checkent ce que les ministres nous disent. Donc c'est un contre-pouvoir politique, mais en même temps, les médias sont le relais d'une idéologie dominante très forte. Valentin disait qu'il fallait pas citer Serge Alimi, mais on peut citer je sais plus le Bah voilà, bah révolutionnaire, le révolutionnaire avec Che Guevara, je sais plus. Enfin, celui qui disait que c'était que les médias étaient les nouveaux curés. Donc ou Serge Ali, pardon, pas Serge Alimi, mais c'était Régis Debray. Je cherchais Régis Debray qui disait que c'était les curés. Donc les médias sont une sorte d'église avec des curés comme les journalistes qu'on a, avec des évêques comme Jacques Attali ou BHL. Donc c'est ok un contre-pouvoir, mais c'est aussi le relais d'une idéologie dominante. Donc de ce point de vue-là, c'est le pouvoir lui-même. Et Philippe Meuret disait que les journalistes ne pouvaient pas déraper parce qu'ils étaient eux-mêmes le verglas. C'est une très belle citation, et donc je pense que c'est à la fois le pouvoir et le contre-pouvoir. Valentin, une petite réaction, toi qui es au cœur de tout cela. Bah, moi, je trouve que, enfin, c'est la bas de soi. Enfin, évidemment que le journalisme est un contre-pouvoir, et je pense même que l'histoire même nous le prouve. On a des tas d'exemples dans différents pays, hein, aux États-Unis aussi, hein, avec notamment, j'ai oublié les Pentagon Papers, avec la guerre du Vietnam. On peut parler du Watergate. Enfin, il y a plein de choses qui partent du journalisme. C'est fondateur, le Watergate, oui. Et même et en France aujourd'hui, mais pas que dans la politique. On peut même parler de l'aspect des procès, de la justice, etc. Il y a toujours des journalistes derrière qui enquêtent, et parce que, comme je le disais, c'est la base même du métier. Après, le souci en France, c'est que je pense qu'il y a, et ça a été, je pense, une erreur, parce que dans différents pays, il y a comment dire, des initiations au journalisme très jeunes dans les écoles ou dans les collèges, etc., pour expliquer à quoi sert ce métier, comment on travaille, quelles sont les règles, etc. Et malheureusement, je pense que depuis trop longtemps en France, ça a été un milieu ou un métier qui a été mystifié, un peu secret, on ne sait pas trop comment ça marche, etc. Et je pense qu'en France, on ne comprend pas qu'il y a différents journalismes, différents types de journalistes même, qu'il y a des genres différents, qu'on travaille différemment, qu'il y a des règles différentes, des lois dans le milieu du journalisme. Et ça permettrait même de mieux comprendre aussi que certaines personnes qu'on pense journalistes ne le sont pas. Et je cite d'ailleurs Christian Clavier, qui avait lancé un très joli tac à Pascal Pro sur CNews en disant que lui, il n'a jamais été journaliste, il était cuisinier, et avant il travaillait dans le foot et on l'a placé dedans. Malheureusement, on pense aujourd'hui en France, sous prétexte qu'il présente une émission sur CNews, il est journaliste, alors qu'en fait la base même du journalisme, c'est l'enquête, c'est le terrain, c'est il y a un problème dans la société, on va rencontrer les protagonistes, et sous la forme d'un entonnoir, on va essayer de se rapprocher de plus en plus des puissants afin de mettre en lumière un souci ou de donner des réponses aux citoyens. Et je pense même que la base du journalisme, c'est ça. Évidemment, il y aura toujours les brèves, les dépêches de l'AFP, etc., pour donner les faits divers et la base en 500 signes, une petite news comme ça, ce que Twitter fait très bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la base même du journalisme, ce sont les enquêtes, les décryptages, les reportages. Et c'est pas un hasard, je crois que c'est toi qui le disais, Alexis, que sur leur site web, Le Figaro, Le Monde, ils ont des articles réservés aux abonnés. Et si on regarde bien, ces articles réservés aux abonnés, généralement, en fait, ce sont des enquêtes qui ont nécessité presque un mois de travail, avec beaucoup de protagonistes qui discutent, et où le titre, c'est une question, et on met en lumière un problème sur la société. Parce que finalement, les articles gratuits sur les sites web du Figaro, du Monde, de Libé,
les sites, les articles gratuits, en fait, ce sont des dépêches de l'AFP avec les grosses news qu'on peut retrouver finalement sur Twitter. Mais oui, le milieu du journalisme, le journalisme est un contre-pouvoir. Et il y a énormément de journalistes, de très bons journalistes, et je dirais même que c'est ça le métier, c'est aller sur le terrain, dire voilà, il y a un sujet sociétal qui grossit, donc on va prendre ça, on va dire voilà, que ce soit la communauté LGBT, le féminisme, les féminicides, voilà, on va prendre ce sujet-là, on va se dire oh tiens, il y a un sujet là, oh tiens, il y a un sujet là, oh, les bavures policières, bon bah tiens, il y a eu ça à ce commissariat là, donc on va essayer de rencontrer des gens, de protéger nos sources et de mettre en lumière un problème. Et c'est comme ça que le journalisme renverse la société, c'est en mettant en lumière des choses cachées. Mais alors tu dis, oui, il y a plusieurs types de journalisme et de journalistes, mais est-ce qu'on considère qu'ils sont tous, des contre-pouvoirs? Parce que je veux dire quand tu travailles pour, ton patron qui est lui-même peut-être, qui a lui-même ses propres intérêts politiques et économiques, est-ce que vraiment là, tu es toujours ce contre-pouvoir-là? Moi je Bah, enfin, pour rebondir un justement, peu, hein, mais bien sûr, ce que je disais en fait là-dessus, c'est pour dire que le journalisme a une dimension de contre-pouvoir qui ne s'applique pas forcément à tous les types de journalisme. Ça veut pas dire que les journalismes qui ne sont pas de contre-pouvoir sont nuls, parce qu'il faut mmh. toujours, comme je le disais, le travail de l'AFP, il est nécessaire, et évidemment qu'il faut avoir les infos en brève ou en filet rapportées sur les sites, c'est capital. Mais derrière ça, il y a le journalisme, c'est un vrai métier d'enquête, un vrai métier de documentation, de recherche, comme on dit. Le journaliste doit apprendre à capter l'information, à la comprendre, l'analyser, hiérarchiser pour l'interpréter et ensuite la diffuser. C'est ça le journalisme. Donc on doit creuser. Mais effectivement, il y a différents types de journalisme, différents genres. Et je pense que le problème en France, c'est que tout le monde pense que on est tous pareils, qu'il y a un journalisme et c'est ça. Et finalement, on se rend compte déjà qu'il y a plusieurs Ouais, médiums, ouais. c'est différent sur le print, le web, la radio, la télé. Il y a différents genres, différents formats. Et parmi ces formats, parmi ces sous-parties, ces sous-genres, il y a, oui, beaucoup de contre-pouvoirs. Mocato, Vincent, une petite réaction, par rapport à ça? Non, je suis plutôt d'accord avec tout ça. J'ai été plutôt convaincu par Valentin. Il aura le droit de Parler revenir d'éloquence, la prochaine fois. OK. Parfait. Et ben alors on va enchaîner parce que là vraiment Et on il faut qu'on termine, bientôt hein, fini. et on conclura. On voulait parler d'un dernier petit point avant de finir sur les sondages. On n'en a pas encore parlé et pourtant Dieu sait qu'ils sont au centre de beaucoup de commentaires politiques, dans les médias. Alors est-ce que c'est simplement l'état de rapport de force à un moment donné? Est-ce qu'il les influence considérablement les résultats d'une élection ou l'opinion publique? Qu'est-ce que vous en pensez, en un mot? Ça Kemokato? permet En un de mot. prendre le pouls de l'opinion à un moment donné et en même temps, côté, prophétie autoréalisatrice comme, en 2007, Ségolène Royal a gagné la primaire socialiste, parce que les sondages, disaient qu'elle allait pouvoir gagner contre Sarkozy. Donc, les sondages sont, une forme de média, en soi, parce que leur existence, détermine aussi la suite, détermine justement les prochains, sondages. Vincent, peut-être? Ouais, j'ai le sentiment que l'histoire montre que la fiabilité, enfin en tout cas que la direction qui est indiquée n'est pas toujours le chemin qui est suivi à l'arrivée avec ces sondages. On a vu des sondages qui se trompaient quand même. Je sais pas, j'ai un souvenir des élections américaines où chaque sondage qui sortait, on avait un jour c'était un qui était président, le lendemain c'était l'autre. Enfin, ça n'arrêtait pas de basculer Mmh. dans des proportions assez importantes. Mais est-ce que ça sert pas surtout à un peu à tenir en haleine tout le monde, à mobiliser les camps face à l'abstention parce que le candidat qu'on n'avait pas en tête n'est pas bien situé. J'ai plutôt l'impression que c'est un outil qui est utilisé un peu dans la course électorale plutôt qu'un vrai indicateur. Après, enfin, je me suis pas spécialisé dans l'analyse des panels d'instituts de sondage. C'est une honte. J'imagine, j'imagine qu'en fonction des instituts, ils ont enfin, on doit pouvoir identifier des différences et des erreurs qui ressortent souvent. Moi, personnellement, j'ai jamais été contacté par un institut de sondage, donc j'imagine que s'il n'y a pas mon avis, c'est pas très fiable. C'est à la fois le radiateur et le thermomètre, en fait, les sondages. Une belle image.
Valentin, un petit mot sur les sondages? Bah, moi, je sais que c'est un élément que les journalistes aiment beaucoup utiliser comme illustration de leurs propos dans un papier ou une enquête. On aime bien enquêter, donner, donner une idée et dire oh, regardez, les sondages disent ça de l'idée. Il y en a beaucoup qui le font. Moi, les sondages, j'ai jamais été fan, puisque si on veut avoir l'avis des Français, le journaliste il doit aller sur le terrain pour être sûr que les sondages soient vérifiés. Même si, bon, voilà, on ne peut pas interroger tous les Français pour un papier, mais je ne suis pas spécialement fan en tant que journaliste d'utiliser les sondages comme valeur sûre. On va dire que ça donne un ordre d'idée, ça donne une température, comme on l'a dit, mais ça ne fait pas tout. Donc c'est sûr qu'il y a un rapport, comme tu disais, c'est un peu les médias et politiques, c'est un peu comme on dit, je le disais, c'est les politiques ont besoin des médias pour qu'on parle d'eux. Et je pense que c'est surtout les médias qui augmentent les sondages, on va dire, de chaque politique. Aujourd'hui, si Zemmour il a 17%, c'est parce que Zemmour a eu tous les plateaux télé devant lui. S'il avait eu moins de temps de parole, c'est sûr qu'il n'y aurait peut-être pas autant de pourcentage. Donc voilà. Eh bien, on finit sur Zemmour. C'est un peu triste, mais écoutez, le débat a déjà été très Le Z. long. On vous remercie, merci à tous pour votre participation, que ce soit dans le chat ou en plateau. Merci beaucoup, Kamokato, c'est ton nom. Merci beaucoup. C'est bien comme ça qu'il faut qu'on t'appelle? C'est mon nom de Euh, baptême. C'est ton nom de baptême. Mais merci beaucoup à Valentin et puis à Vincent. On aurait pu dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais le temps passe, donc peut-être qu'on fera une nouvelle émission, peut-être plus sur les réseaux sociaux et tout ce que ça entraîne. On Il serait va ravis falloir. de vous recevoir de nouveau en plateau pour en parler. Aussi dans le chat, vous voulez participer en plateau, n'hésitez pas parce que vous savez que ça marche comme ça maintenant. Et peut-être, Adrien, tu peux nous dire ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on va faire, à nouveau, une petite revue une revue d'actu, enfin un retour sur l'actualité. Donc on va choisir quelques thèmes, qui nous paraissent, importants ou qu'on a envie de traiter et on en discutera, avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, avec toujours cette possibilité de venir, en parler 5 ou 10 minutes sur Discord. Enfin non, pas sur Discord, mais bon, vous avez compris le principe. Merci, hein, en tout cas, à vous 3. C'était, Merci à passionnant de vous. vous avoir, de vous écouter, de débattre un peu avec vous. Désolé, c'était plus long que d'habitude, mais le sujet, et la qualité des intervenants quelque part, le voulaient. On aurait voulu vous demander également, à vous, comme au chat, si vous aviez des idées pour, notre prochaine émission. On aimerait que tout ça se fasse de la manière la plus participative possible. Donc s'il y a un thème que vous voulez voir traité en particulier, n'hésitez pas à nous le dire, soit directement dans notre chat, soit sur, nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et cetera. Vous connaissez maintenant, la chanson. Voilà, IDB peut-être? Bah écoutez, que reste-t-il à dire? Pas grand-chose, sinon qu'on a passé un bon moment avec vous tous, que on espère vous voir lundi prochain, que voilà, quoi, que c'est fini malheureusement déjà, trop vite, même si c'était peut-être une des émissions les plus longues qu'on ait faites. C'était la Ah, plus longue, c'est c'était clair, oui. effectivement Bon, la bah plus longue. voilà, écoutez, en tout cas, on a parlé, on a dit des choses. Et on aurait pu en dire beaucoup plus, en plus, mais On Oh aurait que pu en dire oui. beaucoup plus, Ouais, oui, il y aura mais d'autres, hein, d'autres épisodes sur tout ça. mais c'est malheureusement la fin et je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Ah, on nous réclame, hein, les réseaux sociaux. Enfin bon. Allez, salut. Oui, Ciao! on a le droit Merci, de dire au salut. revoir.